On va commencer cet après-midi avec 3 écrivains et avec ma compagne modératrice Olivia de Lamberterie. Bonjour. On avait envie de vous poser une question, à vous tous, en face de nous qui nous écoutez. Si je vous demande, savez-vous garder un secret ? Mentez-vous souvent ? Dire la vérité, est-ce que c'est une de vos qualités ? Y a-t-il des mensonges acceptables ? Est-ce que dire la vérité, c'est être libre ? Comment réagirez-vous ? Est-ce un piège ? Comment répondrez-vous ? Et d'ailleurs, vous, nos invités, merci beaucoup d'être là. Valérie Zenati. Bonjour. Colombe Schneck. Bonjour. Nathalie Riquiel. Bonjour. Alors, on va commencer. Est-ce que, comme ça, vous vous souvenez de la dernière fois où vous avez menti ? C'était quand ? C'était grave ? Dites-nous tout. Nathalie, je vois à votre œil que c'était il n'y a pas longtemps. Il y a 1 heure. Qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce que c'était ? Oui. Mais est-ce que je dois vous le dire ? Ah, bah c'est très indiscret. Eh oui. C'est à vous de me dire si c'est avouable ou pas. Oui, je peux le dire. Ah. J'ai dit à ma fille, dont la fille est souffrante, qu'il n'y avait pas sujet de s'inquiéter, alors que je suis extraordinairement inquiète. C'est un très joli mensonge. Un bon mensonge, non ? Valérie ? Alors, ce qu'il y a, c'est que moi, je suis vraiment dans le temps. Donc là, c'est ici et maintenant, parce que je cloisonne beaucoup en ce moment. Donc, il faudrait... Non, alors, c'est drôle parce que quand vous avez dit votre fille, moi, j'ai failli mentir, mais je n'ai pas menti. C'est ma fille qui m'a dit de mentir. Parce qu'en fait, donc c'est drôle, il y a des histoires apparemment mère-fille autour des mensonges. Bon, voilà, j'ai une vie très remplie en ce moment et je lui ai dit, je ne sais pas comment je vais faire pour faire quelque chose dimanche. Elle m'a dit, mens-leur, dis-leur que t'as le Covid. Et je lui ai dit, non, je ne vais pas le faire. Donc voilà, j'ai failli mentir. Mais j'ai dû mentir récemment, mais j'arrive pas, ça me reviendra peut-être dans la discussion. C'est peut-être un mensonge si énorme que je l'occulte. Ah, on verra tout à l'heure. Oui, moi je crois que je mens tout le temps. Dès que j'écris, je mens. Dans la vraie vie. Là, dans la vraie vie. Dans la vraie vie, je mens. J'essaie d'être honnête. Mais je dois mentir de façon inconsciente. C'est-à-dire que je dis souvent des choses auxquelles je crois. Et puis, quelques temps après, je me rends compte que j'ai inventé, que j'ai menti. Que j'ai raconté ce qui m'arrangeait. Ou ce que je croyais être vrai au moment où je l'ai dit, mais qui se révèle faux quelques temps après. On va en reparler. Donc, nos invités, apparemment, auront des révélations à nous faire sur leurs secrets, leurs mensonges, leurs vérités. Chacune a un profil et un parcours différents, mais un point commun qui les réunit, une expérience personnelle de la vérité, même si c'est en passant par le mensonge, le secret ou l'histoire interdite. Une histoire où, pour la dévoiler, il faut sans doute une certaine dose de courage, voire de transgression. Bonjour Valérie Zenati. Bonjour. Donc, auteure, scénariste, traductrice, Valérie Zenati est née en France d'une famille juive algérienne. Elle a vécu à Nice jusqu'à 13 ans, puis, comme ses parents ont décidé d'émigrer en Israël, elle a été obligée de les suivre. C'est un choc quand elle arrive là-bas en Israël, un choc linguistique, culturel, identitaire. Elle vit à Beersheva, face au désert, dans un pays en plein conflit. Elle fera son service militaire et puis, vers 20 ans, elle va décider de revenir en France. Donc il y a 3 langues qui la constituent, l'arabe, le français, l'hébreu. Quelques titres de livres, si jamais vous ne les avez pas lus, que je vous conseille. En retard pour la guerre, Jacob, Mensonges, Dans le faisceau des vivants, mais aussi une littérature pour la jeunesse, parce que Valérie a beaucoup écrit pour la jeunesse. Vérité, Une bouteille dans la mer de Gaza, qui est plutôt un roman pour les adolescents, qui est un roman absolument magnifique et qui a remporté beaucoup de prix et qui a été tourné en film. Et puis, bien sûr, on ne peut pas passer à côté de Valérie Zenati sans parler de son travail de traductrice
traductrice de l'hébreu de l'écrivain Aaron Appelfeld. Et nous en parlerons tout à l'heure. Nathalie Rykiel, vous avez d'abord travaillé avec votre mère, Sonia Rykiel, modèle, muse, collaboratrice. Votre mère disait souvent « le pouvoir, ça ne se donne pas, ça se prend ». Eh bien, vous l'avez pris, puisque vous avez été aussi directrice générale et présidente de la maison Sonia Rykiel. Mais votre voix, votre moi, c'est dans l'écriture que vous l'avez trouvée. « Tu seras une femme, ma fille », 4 décembre, écoute-moi bien. Sam Rykiel, vous avez conquis avec ces 4 romans vos lettres de noblesse, d'autrice reconnue, et vous avez conquis toutes les lectrices avec Talisman à l'usage des mères et des filles. C'est un très très bon cadeau de Noël. Je dirais que toute votre œuvre est une variation sur l'amour et sur la volonté d'en découvrir la vérité cachée, avec un désir d'honnêteté que je trouve très bouleversant. Colombe Schneck. Alors vous, en tant qu'auteur, vous dites que vous êtes une menteuse et une voleuse. Carrément, vous nous direz pourquoi. Vous êtes journaliste, critique littéraire, réalisatrice de documentaires et l'auteur de 11 romans, de l'increvable Monsieur Schneck sur votre grand-père assassiné, à 2 petites bourgeoises, sur votre meilleure amie ravie par la maladie, en passant par la réparation, l'histoire tragique de votre famille dans la Shoah, 17 ans, le récit de votre avortement, les guerres de mon père sur votre père, ou encore Nuit d'été à Brooklyn sur l'une de vos histoires d'amour. Votre nouveau roman à paraître au mois de mars s'intitule « Mensonge au paradis ». On dirait que vous l'avez écrit rien que pour nous. On l'a compris, vous faites de votre vie des romans, mais est-ce la vérité que vous racontez? Telle est la question que l'on peut se poser. Alors on va reprendre avec chacun des auteurs. Chacune a écrit un texte dans le livre du colloque, et notamment Valérie Zenati, qui nous a offert un très joli texte entre un parent et un enfant qui font un dialogue. Et dans ce texte, évidemment, l'adulte doute de la vérité de l'enfant. À chaque fois, il essaye de faire en sorte de dire à l'enfant qu'il est en train de mentir, et l'enfant a du mal à se défendre devant cet adulte qui a tellement d'arguments, tellement de poids, tellement de hauteur devant lui. Mais, et ça se termine toujours par cette phrase que tout le monde connaît, où l'adulte dit à l'enfant « Il est vrai ce mensonge ?» Donc, Valérie Zenati, comment un mensonge pourrait-il être vrai ? C'est bien la question que je me posais enfant. Cette question, c'est une personne particulière de ma famille qui l'a posée. Mes parents ne me disaient pas ça, mais c'était une personne particulière qui fréquemment me disait « Alors, il est vrai ce mensonge ?» avec un regard qui me déroutait beaucoup parce que je ne comprenais vraiment pas la phrase, la question. Je ne savais pas par quel sens la prendre et je ne savais pas si le mensonge, enfin je me disais si le mensonge est vrai, est-ce que je mens quand même? Si je dis la vérité, mais pourquoi parle-t-on de mensonge? Donc c'est une phrase, enfin je l'ai compris en écrivant ce texte, c'est une phrase qui m'a beaucoup déroutée et gênée enfant. Et je n'ai jamais pu poser la question à cette personne, mais pourquoi me poses-tu cette question? Qu'est-ce qui te fait douter? De quoi doutes-tu? Et ce qui était difficile aussi, c'était le regard qui accompagnait la question. C'était toujours un regard en biais, et donc extrêmement perçant, gênant, parce que je pense que, je sais pas, il y aurait une étude à faire sur les angles des regards, je crois. Voilà, parce que évidemment, selon l'angle, un regard nous raconte autre chose et produit un autre effet. Et donc l'association du regard et de la question me mettait extrêmement mal à l'aise. Et il se trouve que cette personne-là, c'est peut-être de tous les adultes qui m'entouraient,
était la personne qui vivait le plus dans le mensonge. Mais je le suis bien plus tard. Mais voilà. Valérie, Oui. vous dites aussi que vous avez beaucoup menti pour ne pas avoir honte, pour étoffer votre famille, pour avoir une histoire différente des autres. Oui. Et vous dites aussi que vous vous êtes élevé grâce au mensonge ou avec le mensonge. Oui, ça m'a même valu une apparition dans le livre de Tolon Schneck, toute cette histoire. Alors, le mensonge, qu'on peut parfois qualifier... Enfin, le mensonge à la limite de la mythomanie, je dirais. C'est quelque chose dont on fait l'expérience plutôt enfant et adolescent. Après, c'est beaucoup plus grave si on continue. Après, c'est bien quand il en reste peut-être des traces, mais disons que la période durant laquelle j'ai le plus vécu dans le mensonge, qui a duré de longues années, si j'ose dire, c'est en Israël. Alors bon, ça paraît un peu pointu là dit comme ça, mais vous allez comprendre assez facilement, je pense. Quand je suis partie vivre en Israël avec mes parents, j'avais un peu conscience. Enfin, en France, moi, je me sentais très française, je me sentais très de Nice, parce que voilà, j'étais née à Nice. Et je savais que j'étais juive, ce qui pouvait occasionner justement des regards en coin, des petits silences, et un malaise parfois. On était dans les années 70, après la diffusion de l'Holocauste, au moment des attentats de la rue Copernic. Donc le mot juif, voilà, j'essaie de le mettre un petit peu à l'écart. Et puis quand nous sommes allés vivre en Israël, mes parents nous ont dit oh, tout le monde sera juif là-bas. Bon, tout le monde... Pas absolument, mais bon, a priori, c'est comme ça qu'ils voyaient les choses. Et donc, en arrivant, ma sœur et moi, on regardait, on disait ah le chauffeur de bus est juif, la personne qui nettoie la rue est juive, les voisins sont juifs. C'était très étonnant, une minorité, de passer du statut de minorité à majorité. Sauf que très vite, j'ai fait face à une question, là aussi avec un regard en coin. Quand je disais que j'étais française, on me disait mais française ou française du Maroc? Alors moi je disais non, pas du Maroc, puisque c'était la vérité. Française, j'étais née en France. Et là j'ai compris qu'en Israël, très souvent, on considérait qu'il y avait les faux Français, qui étaient tous les Juifs d'Afrique du Nord, pêle-mêle, alors qu'ils ont une histoire différente. Et moi, comme vous l'avez dit, mes parents étaient d'Algérie, donc ils étaient français de fait. Et j'ai fait face à un racisme, on va dire, anti-oriental, anti-juif oriental, très virulent de la part notamment de mes amis qui venaient d'Union soviétique. Et donc, pour bien me faire intégrer, j'ai menti sur mes origines et je me suis inventé toute une généalogie qui remontait jusqu'au Xe siècle en France. À partir du nom de famille de ma mère, je suis remontée à un grand rabbin qui s'appelle Rabbi Gershon Meor Agola, parce qu'elle s'appelle Gershon, et qui était un rabbin formidable du Xe siècle. Et j'ai inventé une généalogie ashkénaze, européenne, pour qu'on me fiche la paix. Voilà, pendant des années. Mais en fait, vous étiez déjà en train de faire vos classes de romancière. Voilà. Et est-ce que quand vous êtes devenue romancière, vous étiez dans cette même volonté d'enjoliver les choses, de les transformer, ou est-ce qu'au contraire, vous êtes revenue vers un souci de vérité ? Alors, je pense que quand j'ai commencé à écrire, justement, d'abord, c'était de retour en France. Et je tiens à dire qu'ici, à Paris précisément, c'est le premier lieu de mon existence. Voilà, il y a eu Nice, Beersheba, Jérusalem et Paris. C'est le premier lieu où j'ai senti que je pouvais être qui je voulais, qui j'étais, sans honte, sans gêne. Voilà, un grand lieu de liberté. Et c'est ici que j'ai commencé à écrire et à publier et à chercher d'emblée, non pas à enjoliver la réalité, mais à la transformer pour atteindre une vérité qui serait peut-être pas atteignable si je transformais pas un peu. Est-ce que je peux poser une question à Valérie ? Mais vous pouvez. Oui. Dans un de tes livres, vous racontez oui. que Aaron Appelfeld te dit, puisqu'il te tutoie, ça y est, tu es dans la forêt d'Ukraine. Et je me souviens que ce moment m'a beaucoup frappée parce que je me suis dit, voilà, en littérature, quand on écrit ou qu'on traduit, on est dans l'endroit où on veut être, on atteint sa propre vérité. Vous disiez, j'avais inventé une généalogie ashkénaze, mais en écrivant, en traduisant, vous l'atteignez. Vous êtes là où vous voulez être vraiment, vous êtes dans une vérité, votre vérité.
Oui, parce que de fait, mais je vais absolument pas monopoliser la parole, mais de fait, cette attirance vers l'Est, pas uniquement juive chez Nas, mais cette attirance, cette aimantation de l'Europe de l'Est, je l'ai en moi, je ne sais pas pourquoi, elle existe. Mais il y a effectivement quelque chose de moi qui se sent totalement à la maison, à Prague, à Tchernovitz, à Kiev, à Varsovie, et que je ne m'explique pas. Et donc, dans le livre Mensonges évoqué par Muriel, effectivement, il y a tout un glissement qui part de ma relation avec Aaron Appelfeld et du fait que je le traduis, et que quand je le traduisais lors de ses venues en France, je disais « je » en français à sa place. Et effectivement, je glisse vers ce lieu qui me semble être mien, la forêt des Carpates, j'ignore pourquoi. Mais c'est bien, enfin, je veux dire, on écrit aussi avec les mystères, avec son appartenance, avec les mystères d'une appartenance peut-être inventée, mais en tout cas vécue sans être réelle. Et juste une dernière question sur la traduction. Il n'y a pas longtemps, je parlais avec le traducteur de Dickens, et il disait que ce qui était important, parce qu'il a retraduit... C'est Jean-Jacques Greff. Exactement, les espérances, les grandes espérances, c'était pas une affaire de vérité ou de mensonge, mais c'était, que dans la traduction, ce qu'il fallait, c'est qu'il essayait de restituer qu'il ait les mêmes sensations dans la langue anglaise et dans la langue française, et que c'était pas, une histoire ni de trahison ni de vérité, mais de sensations. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, bien sûr. Ouais. De rythme, de couleur, de musique, de toute façon, moi, j'ai décidé de ne plus commenter la phrase traduction, trahison, parce qu'on l'a entendu juste il y a plus soif. En revanche, je rejoins totalement Jean-Jacques Greff lorsqu'il dit cela. J'irais même encore plus loin. Ce sont des sensations, des perceptions aussi. Moi, si je ne vois pas ce que je traduis, je ne peux pas traduire si je ne vois pas les scènes. Ah oui. Mais j'ai une autre question par rapport à la traduction qui me semble importante. Est-ce que vous vous sentez de temps en temps invisible ? Invisible. Il faut que je le sois lorsque je traduis. Enfin, je suis très présente, mais je suis présente et invisible à la fois. C'est ça qu'il faut être quand on traduit. Oui, il faut être extrêmement présent et invisible. Moi, je suis très heureuse lorsque les lecteurs d'Aaron Appelfeld expriment de la gratitude pour les traductions, mais je traduis pour qu'ils puissent lire Aaron Appelfeld et pour qu'ils ne se disent pas je suis en train de lire Valérie Zenati, qu'est-ce qu'elle traduit bien Appelfeld. Non, je veux qu'ils connaissent Irena dans la stupeur, je veux qu'ils l'aiment comme moi je l'aime, je veux qu'ils tremblent pour elle, je veux qu'ils... Aaron Appelfeld, ce que j'aime dans son œuvre, ce sont ses personnages, ses capacités d'éclairagiste, parce qu'il éclaire ses scènes d'une manière inouïe, et donc j'ai envie de partager ça, mais je ne suis pas là, tout comme le réalisateur d'un film, le cadreur, on ne le voit pas. Et on ne pense pas forcément à lui quand on voit le film, sinon c'est pas bon signe. Mais est-ce que la traduction vous a apporté quelque chose pour votre propre écriture ? La traduction des livres d'Aaron Appelfeld m'a apporté quelque chose à quasiment chaque dimension de ma vie. Donc de ma réflexion, les relations, l'écriture. Oui, c'est une œuvre que j'ai commencé à traduire quand j'avais 32 ans, ça va faire 20 ans. C'est une œuvre et un être d'une telle profondeur que le côtoiement de cette profondeur-là fait que j'ai le sentiment que ça m'accompagne vraiment dans différentes strates. Dans l'écriture aussi, mais ça ne me pousse pas à imiter Aaron Appelfeld. Quand j'écris, j'entends ma voix, j'entends pas du tout la sienne. Oui, c'est vrai, on peut vous applaudir, après tout, Valérie. Vous êtes... Merci. Je suis très gênée d'avoir pris la parole en premier, en fait. Oh non, pas du tout. Non, on va un peu... Je vais me tourner vers vous, Nathalie Riquel. Valérie Zenati racontait son rapport dans sa jeunesse avec le mensonge. Moi, je me suis toujours demandé comment vous aviez grandi, vous, entre une mère qui se réclamait du mensonge
qui le célébrait peut-être même, et un père qui, lui, était très très soucieux de vérité. Et je me demandais comment est-ce qu'on pouvait grandir entre deux religions opposées. Oui, c'est une bonne question. Je pense, comme tous les enfants, on trouve ces marques petit à petit. Deux religions opposées, mais qui visiblement fonctionnaient entre elles. Entre celle qui mentait et qui revendiquait le mensonge, et celui qui passait ses journées dans les dictionnaires à la recherche de la vérité la plus précise possible. C'était comme ça. Mes parents étaient comme ça, et moi j'étais leur enfant. Beaucoup plus tard, je me suis rendu compte que, et notamment quand j'ai commencé à écrire, que la seule chose qui m'intéressait réellement, c'était la vérité. Et que j'étais intéressée, subjuguée, parfois estomaquée ou dégoûtée par les mensonges auxquels pouvait se livrer ma mère, que j'adorais, stupéfiée, mais pas un instant j'aurais pu m'identifier à ça, alors que j'étais extrêmement proche d'elle et que j'avais au contraire beaucoup de difficultés avec mon père, beaucoup de difficultés à me rapprocher de mon père, qui était justement cet homme de loi et de vérité. Donc, je pense que ce qui m'intéresse, c'est la vérité, c'est pas le mensonge. Et finalement, j'ai été confrontée dans ma vie au mensonge, comme tout le monde. Et je l'ai assez mal vécu, je l'ai même très mal vécu. C'était immédiatement une trahison. Et en fait, j'ai beaucoup, en vieillissant, n'est-ce pas, d'abord en vieillissant, on ressemble de plus en plus à ses parents, je crois. Et je trouve que le mensonge a parfois du bon. Et voilà, il me semble que la vérité n'est pas la même, ce que vous disiez tout à l'heure, et que la vérité est évidemment profondément subjective pour chacun, mais aussi pour soi. C'est-à-dire que ce qui me semblait vrai peut me sembler aujourd'hui pas si vrai que ça, voire faux. Donc, c'est quelque chose de très aléatoire, en fait. Oui, dans les mensonges de votre mère, vous avez raconté qu'elle vous disait à vous que vous étiez sa préférée et qu'elle disait à votre frère exactement la même chose, qu'il était son préféré. Mais finalement, est-ce que c'est vraiment un mensonge ? Mais non, mais ça c'est un très joli mensonge, c'est un mensonge de mère et c'est un doux mensonge. Je l'ai vu mentir de façon beaucoup plus étonnante que ça. Mais c'était la façon dont elle faisait sa vie. Elle était dans une mise en scène de sa vie, dans une construction, dans une scénographie. Et c'est ça qui l'intéressait. Elle cultivait le mystère, elle cultivait le mensonge, tout en étant une mère formidable et que j'ai absolument adorée. En fait, c'est comme si c'était la vérité, c'est comme si c'était un objet qu'on pouvait prendre, poser, utiliser. C'est pas quelque chose d'immuable, c'est pas quelque chose d'intangible, c'est quelque chose aussi dont on peut se servir, la vérité comme le mensonge, à bon comme à mauvais escient. Mais il y a une chose qui me fascine, et puis après on passera au petit texte que vous avez écrit pour Gypsy, c'est comment avez-vous fait, justement dans l'écriture, pour célébrer cet amour absolu que vous avez pour votre mère, et pour la célébrer, pour être presque la gardienne du temple, tout en recherchant la vérité absolue. Mon rapport à l'écriture, il y a tellement de livres
que je ne lirai jamais. Il y a tellement de livres fabuleux. La seule raison pour laquelle j'écris, c'est pour trouver ma vérité. C'est pour trouver une vérité. Personne n'attend un livre de moi. Et c'est une recherche extrêmement personnelle. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller à l'os de ce que je ressens et de toucher ma vérité. Et la seule contrainte que j'ai, c'est une autocensure de gens dont je ne veux pas parler. Mais quand je m'autorise à parler de quelqu'un, ma mère par exemple, je savais que je pouvais dire absolument n'importe quoi sur elle. Elle était tellement contente qu'on parle d'elle et que je parle d'elle que c'était pas un problème. Mais c'est vrai qu'il y a cette chose de... comment dirais-je, de l'autocensure. Mais je regardais hier un formidable documentaire sur Arte, sur Valéria Bruni Tedeschi, qui vient de finir de livrer ce film, Les Amandiers, que j'ai beaucoup aimé, malgré les controverses. Et elle avait cette phrase, elle disait, parce qu'on lui posait la question de savoir, elle a filmé, ou elle a voulu filmer sur son frère, qui était très malade, sur sa sœur, etc., et son frère s'y était opposé, et elle disait, mais ma vérité, pour moi, ma vérité d'artiste prime la vérité de l'amour que j'ai pour les autres. Et c'était extrêmement violent, et en même temps tellement authentique, mais je ne suis pas capable de m'autoriser ça. Enfin, je ne pense pas que je pourrais m'autoriser, par exemple, j'ai très envie d'écrire sur mes filles. J'ai toujours, et je pense que je pourrais écrire sur mes filles des choses, sur la maternité en tout cas, et je ne m'y autoriserai jamais, parce que je respecte leur vie privée. Ça, c'est une autocensure. Bien sûr. Alors justement, Nathalie, vous nous avez écrit pour le livre du colloque un très beau texte où vous contez l'histoire d'un secret qui vous a été révélé et qui a été une source de difficultés pour vous, parce qu'on vous demandait surtout, une fois qu'on vous l'a confié, de ne pas le révéler. Et pendant des années, vous avez été rongé parce que, avec l'idée que si jamais vous révéliez cette vérité, alors qu'elle était importante peut-être à révéler à la personne à qui ça se rapportait, eh bien, vous avez eu le sentiment que la vérité, si elle était révélée, était porteuse d'un immense pouvoir destructeur. Mais au contraire, ne pouvait-elle pas être libératrice, cette vérité, si vous la disiez à la personne que ça importait ? Probablement pas. En tout cas, libératrice pour qui ? Pour moi ou pour la personne ? Je détenais un secret sur quelqu'un, bien malheureusement, parce que j'avais rien demandé. Et la question, c'était, ça aurait libéré qui ? Oui, moi, certainement, ça m'aurait libéré. Sauf que je ne voulais pas être celle par qui arriverait l'annonce, et parce que j'estimais que ça n'était pas mon rôle, mais j'avais aucun élément me permettait de savoir si cette vérité serait libératrice ou destructrice, justement, pour la personne concernée. Et c'était extrêmement inquiétant. Oui, mais pourquoi vous pensiez que cette personne serait incapable de gérer cette révélation ? Pas incapable, mais je pense que les conséquences pouvaient être extrêmement violentes et même destructrices pour cette personne, pour ma famille. Et je n'ai pas manqué de courage. Moi, je me suis trouvée extrêmement courageuse de garder ce secret pendant 7 ans, tout en faisant tout ce que je pouvais au monde pour que la personne en question qui devait le révéler, à mon sens, le fasse. Elle ne l'a pas fait. Mais ça m'a demandé beaucoup de courage. Et moi, je n'ai pas du tout considéré que le courage, c'était de le dire. Mais vous n'avez pas eu l'impression d'être piégé ? Et a posteriori, vous ne vous dites pas aujourd'hui. Est-ce que vous le diriez ?
Aujourd'hui, je ne suis pas la même. Ça s'est passé il y a longtemps. Je peux pas. Je sais pas ce que je dirais aujourd'hui, mais certainement, j'essaierai d'évaluer les conséquences et les risques. Bien sûr que j'étais piégée. J'étais piégée, mais j'étais piégée. Quoi qu'il arrive, je mentais, puisque la personne qui m'avait fait cette révélation m'avait dit que si je parlais, ça allait avoir des conséquences absolument terribles. Et ne pas faire cette révélation, c'était aussi mentir et tromper la personne qui était concernée. Donc, quoi qu'il arrive, j'étais de toute façon devenue un traître. Est-ce que ça a changé vos rapports à la vérité, au secret? Est-ce que ça vous a dégoûté à tout jamais des secrets? Parce qu'il y a des secrets qui peuvent être aussi beaux. Alors moi déjà, vous avez posé une question tout à l'heure en introduction. Est-ce que vous êtes capable de garder un secret? Moi, je garde absolument tous les secrets et je suis pas du tout dégoûtée du secret. Et je connais beaucoup de secrets sur des gens qui me sont proches et que je ne révélerai jamais. J'ai vraiment beaucoup de respect pour les confidences qu'on m'a faites. Maintenant. Je ne peux pas répondre pour aujourd'hui. Je pense qu'on est différents, on évolue heureusement. Moi, aujourd'hui, je trouve que il y a des choses qu'on peut dire, des choses qu'on ne peut pas dire, et que c'est vraiment une question de timing et de personne. Vous n'avez pas songé à en faire un roman? Merci Olivia, justement, pour le prochain. C'est trop personnel, peut-être. C'est trop personnel. C'est trop personnel. Mais en tout cas, il y a une chose dont je me suis rendu compte avec beaucoup de perplexité. J'ai quand même gardé ce secret pendant 7 ans, à peu près. Et je pense sincèrement que j'ai beaucoup plus souffert, moi, d'avoir gardé ce secret que la personne à qui je l'ai finalement révélé. Bien sûr. C'est assez étonnant. Vous savez garder des secrets, Colombe? J'espère. J'espère que je sais garder des secrets. Je fais attention, effectivement, je suis très vigilante quand on me confie quelque chose. J'aime parler, j'aime les histoires, j'aime raconter des histoires. Un secret est souvent une bonne histoire. Donc je suis toujours tentée de raconter l'histoire. Et je me retiens. Je sais que je fais un effort particulier pour me retenir, pour ne pas raconter l'histoire. Mais Colombe, j'ai l'impression que vous avez grandi dans une philosophie propre à un milieu et aussi une époque. Et j'ai l'impression qu'on disait toujours dans la façon dont vous exprimez les choses, on ne parle pas des choses qui fâchent. Alors, est-ce qu'on peut dire que vous avez grandi dans les secrets multiples de votre famille? Et Dieu sait qu'il y en a quand même pas mal. Oui, c'est une phrase que répétait mon père. On ne parle pas des choses qui fâchent. Donc il fallait trouver, que je trouve enfant, la vérité ailleurs, puisqu'on ne pouvait pas parler. J'ai grandi dans le silence de l'histoire de ma famille, de ce qui était arrivé à mes parents pendant la guerre, pendant leur enfance, à mes grands-parents, d'où ils venaient. Et donc, je lisais enfant tout et n'importe quoi. Je lisais l'annuaire, je lisais les livres de cuisine, je lisais des livres qui ne m'étaient pas destinés, des livres de grands, pour trouver des histoires. Parce qu'on a besoin d'histoires pour grandir, on a besoin pour se construire. Et donc, je trouvais ma vérité dans des histoires inventées, dans des mensonges, dans des contes et légendes, pour contrer cette règle édictée par mon père, on ne parle pas des choses qui fâchent. Quand est-ce que vous avez décidé de la rompre, cette règle? Est-ce que c'est en écrivant que tout d'un coup vous êtes dit, bon, peut-être c'est les choses qui fâchent qui sont finalement intéressantes? Oui, c'est en commençant à écrire. J'ai écrit mon premier livre sur mon grand-père qui est assassiné. Mes parents sont morts et je crois que c'est terrible de ne pas avoir de parents. Ils sont morts assez jeunes, mais c'est aussi une source de liberté. Je pouvais écrire sur ma famille. Je pense que j'aurais pas pu devenir écrivain. Mes parents vivants, j'aurais été... Oui, par amour pour eux, tu parlais de tes filles.
Je ne veux pas les blesser par la vérité. Et j'ai découvert, caché dans le bureau de mon père, des années après sa mort, un dossier dans lequel il y avait un vieux Paris Match. On parlait de la crevade Monsieur Schneck, donc son père assassiné et coupé en morceaux par son amant, trimballé dans une valise à travers la France, le fait divers de l'année 49. C'était un mensonge, c'était une histoire inventée par la presse de l'époque. Mon grand-père est mort, mais dans d'autres conditions, c'est ce que j'ai compris en enquêtant et en interrogeant ma grand-mère, dans les archives. Et je suis devenue une espèce d'obsessionnelle de la vérité. Qu'est-ce qui s'était passé, de partager la souffrance de mon père, de partager sa honte et sa blessure. Vous disiez tout à l'heure, je disais, comme écrivain, je suis une menteuse et une voleuse. Je suis une voleuse parce que je prends effectivement, je m'empare d'histoires qui ne me concernent pas ou qui sont cachées, je les vole, je dois la soutirer, cette vérité. Mais je mens parce que je sais que dès que j'écris, il ne s'agit que de ma version, il ne s'agit que de moi, de ce que je peux comprendre, que c'est forcément restreint à ce que je suis. Ça ne peut pas être la vérité. Mais en même temps, Nathalie disait, et on reconnaît là sa délicatesse, qu'elle n'écrirait pas sur ses filles, même si elle en avait l'envie. Vos parents ne sont plus là, mais vous m'avez raconté aussi que vous étiez fâchée avec vos frères et sœurs. Il y a eu un moment... Est-ce que c'est un prix à payer pour votre vérité à vous ? Alors, c'est plus le cas aujourd'hui, mais effectivement... Quand j'écris ce premier livre sur mon grand-père, j'étais une espèce de l'innocence, de la naïveté du premier livre. Je pensais, puisque j'écris la vérité, autour de moi, on allait saluer cet effort louable, ma quête, mon obsession, ma tentative de raconter une vérité qui était cachée. Ça n'a pas été le cas et j'ai été très étonnée. Et donc, j'ai dû recevoir, et j'ai reçu un certain nombre de critiques familiales à chacun de mes livres. À chaque fois, j'ai tenté de faire attention. Voilà, je ne veux pas blesser. Mais toujours venait une critique sur un point. Par exemple, sur mon livre sur mon père, j'ai reçu une lettre d'une cousine de mon père qui vivait en Grande-Bretagne, que je n'avais pas vue depuis 30 ans, qui m'accusait de dire tu dis que... on parlait roumain dans la famille. Personne n'a jamais parlé roumain dans la famille. Mais ma grand-mère est née en Transylvanie, un pays qui était hongrois à sa naissance. Sa langue maternelle était hongrois, puis c'est devenu annexé par le traité du Trianon en 1918, une partie de la Roumanie. Donc, elle m'accusait d'avoir trahi politiquement la famille. J'ai compris que quoi que je fasse, certains ne seraient pas contents, puisque je m'empare des choses, je les transforme. J'en suis désolée. Vraiment, je ne veux pas blesser, je fais attention, mais j'écris. Et c'est moi qui écris. C'est moi l'écrivain. C'est moi qui... je suis l'auteur de ce livre, ça je ne le cache pas, c'est mon nom sur la couverture. Ça veut dire que c'est uniquement ma vérité que je vous propose, rien d'autre. Nathalie, vous vouliez réagir ? Oui, c'est très intéressant parce que c'est ta vérité, c'est ton nom sur la couverture, mais à partir du moment où tu écris ce qu'on appelle un petit peu l'autofiction, en tout cas où tu écris sur ta famille ou sur des gens qui existent, tu ne peux pas empêcher qu'ils ont leur regard et leur vérité sur ces mêmes personnes. Et ce qu'on peut appeler écrivain de famille, ce qui est un petit peu ce que j'essaye de faire dans mon travail, touche obligatoirement, bien sûr qu'on ne veut pas blesser, c'est pas du tout, le but n'est pas là, mais touche obligatoirement à la vision des autres et donc peut créer des problèmes et tu ne peux pas arriver à écrire justement à l'os ta vérité sans toucher, voire blesser celle des autres. Pour exemple, Lionel Duroy, qui est un écrivain que j'adore, qui a écrit des livres fabuleux, qui a pratiquement fait toute son œuvre sur sa famille, le chagrin, etc., qui s'est fâché à mort avec toute sa famille, à mort, après des années, ils se sont réconciliés. Delphine de Vigan raconte comment ça a été extrêmement compliqué pour elle après dans sa famille, lorsqu'elle a publié « C'était rien de s'opposer à la nuit », je crois, etc., etc. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas être à la fois vrai, sans toucher,
à la vérité, à la subjectivité des autres. Oui, je l'accepte. J'en suis pas persuadée. Oui. Mais j'en suis pas persuadée Nous parce que il me semble, mais ensuite ce sont des questions de choix, c'est qu'il faut, on peut peut-être distinguer entre, par exemple, l'intime et le personnel. Et peut-être, hein, c'est une piste, mais je dirais que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, pour moi, l'intime peut se livrer plus facilement que le personnel. C'est-à-dire que le personnel ne regarde peut-être, oui, ne regarde que soi, la famille, et ça n'apportera pas forcément quelque chose à l'œuvre littéraire de raconter le personnel. Alors que l'intime, aller dans l'intime, là, si on va dans l'intime, on est dans une vérité, mais qui n'est pas obligée d'être dite de manière personnelle pour être partagée. Et je crois que si, il me semble, hein, c'est une piste, mais c'est parce que ce sont des questions que je me suis posées et dont j'ai discuté parfois aussi avec Aaron Appelfeld d'ailleurs, qui, contrairement à ce que les gens croient quand ils le lisent, ne fait pas d'autobiographie. Il dit je n'écris que des romans. Et il considérait même Histoire d'une vie comme un roman, alors que ses lecteurs le voient plutôt comme une œuvre autobiographique. Et il disait, mais ce qui importe, c'est de livrer ce regard. Donc, ce que j'appelle l'intime, c'est un regard très profond, c'est la clarté de l'intériorité. C'est ça l'intime. Alors que le personnel, finalement, ça sera le relationnel, le conflit, le non-dit, mais qui pour moi, entre guillemets, ne regarde pas la littérature telle que je l'aperçois. Et je pense que c'est possible de passer par là. Voilà. Là où je vous rejoins, Oui. c'est que dans l'écriture, quand je parlais de la vérité dans l'écriture, c'est que l'intime, si on arrive à le trouver, si on arrive à l'exprimer, il touche à l'universel. Oui. Et c'est ça, pour ça que je parle d'intime et pas c'est du comme ça personnel. qu'on rencontre Oui. ses lecteurs. Oui. Et l'écriture, comme la lecture, ça sert à être moins seul. Oui. Mais c'est pour ça que je distingue entre l'intime et le personnel. C'est-à-dire, je pense que l'intime peut être universel et partageable, mais à partir du moment où c'est intime, je vais écrire, comme vous dites, je vais m'approcher à l'os ou de l'intériorité. Ça sera la mienne, ce ne sera pas celle d'autrui. Je peux écrire, on va dire, sur ma mère, par exemple, ce que je n'ai pas fait, mais je pourrais écrire sur ma mère à partir d'une vérité intime, mais qui ne serait pas sa vérité personnelle. Et je pense que dans ce cas, il est possible de trouver un équilibre. Moi, quand vous dites que voilà, certains préfèrent la vérité, Valéria Bruni-Tedeschi préfère sa vérité au tact qu'on est supposé avoir avec les êtres qui nous entourent, je ne suis pas d'accord. Je pense que c'est très grave, c'est très très grave de blesser quelqu'un en écrivant et en s'emparant, en lui volant quelque chose, parce que et on le sait nous, quand les choses sont imprimées, quand elles sont livrées à tous, il y a quelque chose qui est à la fois sacré dans l'écrit et qui peut être sacrilège et qui peut être extrêmement blessant. Donc je crois vraiment qu'il faut tenir cette ligne d'une intransigeance face à la vérité intime, mais aussi d'une délicatesse si possible. Ça, c'est ma vision. Hein. Moi, je fais jamais de théorie j'ai l'air comme ça. Mais je pense que c'est intéressant de réfléchir à cet axe-là. Justement, Oui. dans le livre un de vos livres, Valérie Zenati, il y a un passage où vous êtes en train, vous traversez l'Ukraine, je crois, et vous allez dans la ville natale de Aaron Appelfeld. Et vous prenez ce train de nuit et on vous prévient que c'est un train dangereux, vous risquez d'être violé, etc. Volé. Vous vous installez dans ce train et vous dites tout va bien, je suis dans une vulnérabilité tranquille. Cette vulnérabilité tranquille, moi je l'ai empruntée, je l'ai volée, enfin je l'ai prise pour moi, parce que cette vulnérabilité tranquille, c'est une fiction, c'est une histoire que vous nous racontez, en tout cas moi je le prends comme une histoire, comme une fiction. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux, je ne sais pas si effectivement vous avez eu très peur et vous êtes tranquillisé comme un enfant à qui on dit ne t'inquiète pas, papa et maman sont là alors qu'il est seul dans sa chambre. C'est une histoire qu'on se raconte, que vous vous racontez.
Je suis dans une vulnérabilité tranquille. Rien ne peut m'arriver. Il y a des anges autour de moi. En tout cas, moi, non, au contraire, tout peut m'arriver. C'est-à-dire que ce moment-là... Vous êtes dans une histoire, enfin, une histoire que vous vous racontez. C'est je crois que 95% de ma vie, c'est une histoire. Voilà, on se raconte une histoire. Voilà, on se raconte une histoire pour nous, pour vivre, pour nous sauver. Et donc, moi, je prends cette histoire que vous racontez et je vous l'emprunte et je vous la vole, puisque je suis voleuse. Je suis comme lectrice aussi. Elle est dans le prochain livre? Non. Ah, d'accord. Comme lectrice et comme être humain. Voilà, et je me souviens après avoir nagé assez loin en mer. À un moment, j'ai peur. Et je me suis souvenue de cette phrase, cette histoire que vous racontez. Je suis dans une vulnérabilité tranquille. Il peut tout m'arriver ou rien. Il y a des anges ou il n'y a pas des anges. Et je vais continuer à nager. Pour vous dire qu'en fait, effectivement, comme lecteur, lectrice et comme autrice, on s'invente des histoires et disons que notre vie est un matériel, on s'en invente des histoires et puis on vit avec ça. Je crois qu'il y a Joan Didion, qu'on aime tous ici, elle disait que pour vivre, il fallait s'inventer des histoires et que l'écriture, c'était les histoires de ces histoires. Bien sûr. C'est une chose qui résonne en vous. Cette question de on blessé, pas blessé, est-ce qu'on s'empare de... Voilà, est-ce qu'on dit la vérité, pas la vérité finalement, pour moi, elles ont... c'est pas qu'elles ont peu d'importance, comme Valérie, comme Nathalie, je ne veux pas blesser. Et je suis mortifiée quand je reçois des lettres où je me fais engueuler, entre guillemets, par des proches. Je suis atterrée, je suis, mais comment, voilà, pourtant fais extrêmement attention et ça. Mais je dois l'accepter que c'est mon histoire, c'est pas leur histoire. Chacun a ses histoires. Cette vulnérabilité tranquille que je t'emprunte, c'est ton histoire, c'est aussi la mienne. Je peux vous la passer si vous voulez aussi. Valérie, on va distribuer des petits paquets de vulnérabilité tranquille à la fin de la rencontre. Ça pourra servir dans certaines occasions. mais ce qui est intéressant dans votre démarche, Colombe, c'est qu'en écrivant des romans, parce qu'il y a toujours écrit roman sur vos livres, vous avez atteint une certaine vérité, justement, sur l'histoire de votre famille. Est-ce que vous pouvez, par exemple, nous parler de la démarche de votre roman à paraître, dans lequel il y a ce titre de mensonge au paradis? Oui, comme auteur, comme personne, je veux chercher la vérité. Je veux écrire la vérité et j'ai appris il y a quelques années que dans une partie de mon enfance, qui est une partie paradisiaque, parce que j'aime les belles histoires, j'aime qu'on me raconte des belles histoires, je veux que ça se termine bien, c'est le mensonge que je me fais comme lectrice, et comme, voilà, Rien qui fâche, comme dirait votre père. Voilà, rien qui fâche, mais en plus que ça se termine bien. J'aime les histoires qui me terminent bien. Et j'ai passé une partie de mon enfance en Suisse, dans un home d'enfants, où je passais toutes mes vacances, un mois l'été, 15 jours à Noël, 15 jours à Pâques, pendant de l'âge de 5 ans à 20 ans. Et c'était pour moi une partie paradisiaque de mon enfance. C'était dur, on était punis, mais il y avait beaucoup d'attention. J'ai appris récemment qu'il y avait un mensonge dans cette histoire. C'est-à-dire que si une famille nous recevait, les mêmes enfants année après année, ils avaient 2 enfants de notre âge qui étaient nos amis, nos frères et sœurs d'adoption, d'une certaine façon, 2 mois par an, et que leur fils est aujourd'hui, sort de prison, c'est un escroc, un mythomane toute sa vie, il a volé, menti, et que leur fille, qui était mon amie, elle fait des délires paranoïaques, enfin que tous les deux vivent dans le mensonge, dans une sorte de mensonge, par la maladie, mythomanie, schizophrénie, vivent en dehors de la réalité. Et donc je me suis dit, il y avait mensonge dans ce paradis dans lequel j'avais vécu. Et j'ai travaillé pendant 3 ans sur cette histoire, revenant sur ces souvenirs d'enfance, et je me suis rendu compte, il y a 6 mois, après 2 ans et demi de travail, que je me mentais à moi-même, que j'étais moi-même un des personnages de ce livre. Moi-même, je me mentais sur ce qui m'était arrivé, pas forcément enfant, mais dans ma vie d'adulte, des choses que je ne voulais pas voir. Et peut-être que vous connaissez ce livre de philosophe français qui s'appelle Clément Rosset, qui écrit Le réel et son double. Et il dit, on se raconte tous des histoires, parce que la vérité est tellement difficile, tellement cruelle, parce que dans la vie, l'histoire ne se termine pas forcément bien, et il faut un cœur d'airain, dit-il, pour affronter cette vérité. Donc on se raconte des histoires. Et il cite une histoire,
il cite des romans et il cite une pièce de Courteline, une sorte de Boubou-Roche. Boubou-Roche était un homme qui entretenait une maîtresse. Et quelqu'un lui dit, mais tu sais que ta maîtresse te trompe, etc. Donc il va voir dans l'appartement, il ouvre la porte, parce qu'il a la clé, et il trouve l'amant dans le placard. Et face à cette découverte, il est furieux, il engueule sa maîtresse et elle lui dit « Mais si tu avais été plus aimable, je t'aurais dit la vérité et les raisons pour lesquelles cet homme est caché dans le placard, elle est tout à fait juste, mais je ne vais pas te la donner parce que tu es trop en colère. » Et là, il s'excuse « Excuse-moi, ma chérie, je t'aime, bien sûr, je comprends. » En fait, cet homme, face à la réalité, sa maîtresse le trompe, préfère la douceur du mensonge. Sa maîtresse l'aime, et il y a une bonne raison de cacher cet homme dans le placard. Parce que la vérité est tellement difficile, il ne veut pas la voir, il préfère ne pas voir l'homme caché dans ce placard. Et j'étais aussi cette personne qui, pour des raisons de résistance, de confort, parce que la vérité est tellement difficile, préférait ne pas voir l'amant dans le placard. Et est-ce que cette vérité a été synonyme de délivrance ? Finalement, une énorme délivrance. À chaque fois, je me dis, ça y est, je suis arrivée à une certaine vérité, ça y est, j'ai compris. Et là, une fois de plus, mais peut-être que c'est une illusion, parce que je termine ce livre, je me dis, enfin, j'ai atteint une vérité, une libération, enfin, je suis adulte, enfin, je suis sur mes deux pieds, enfin, il m'est arrivé quelque chose, cet été, mes parents sont morts, donc... assez jeune, et je ne me souviens pas d'être allée sur leur tombe. Je suis allée à leur enterrement, mais je crois que j'avais comme l'illusion qu'ils étaient là quelque part. Ils allaient revenir. John Didion le raconte très bien dans l'année de la pensée magique. On a tout sens. Si jamais la personne revient, le mort revient, il voit que son placard a été vidé. Bon. J'avais quelque chose de cet ordre-là. Mes parents me protégeaient. Mes parents étaient là comme quelque part. Et cet été, je suis allée sur la tombe de mes parents et j'ai vu la vérité. Ils sont morts et bien morts. Cette vérité de leur mort m'a... dans la mort, voilà, là, il y a une vérité. Voilà. On touche à la vérité. Ils sont enterrés, ils sont morts, ils ne reviendront pas. A été très consolatrice, bizarrement. Voilà. On dit que la vérité... Clément Rosset dit la vérité est douloureuse, il faut un cœur d'airain, effectivement pour accepter que vos parents sont morts et bien morts. Et pourtant, seul là réside une certaine forme de bonheur et j'ai du chagrin en disant cette phrase. Mes parents sont morts et bien morts. Je sens que j'ai du chagrin au fond de moi. Et pourtant, ce chagrin est nécessaire à un état de bonheur, oui. Est-ce que Nathalie Riquiel, vous n'avez pas fait cette expérience de toucher à une vérité et assez libératrice lorsque vous avez écrit votre livre sur votre père, où il me semblait que c'était une femme différente qu'on découvrait et qui se révélait exactement comme dans une photographie? Peut-être, oui, parce que mon père était... D'abord, il est mort très très jeune, il est mort à 48 ans. Et puis c'était l'homme de l'ombre. C'était en raison de la réussite exceptionnelle de ma mère. On n'a jamais parlé de lui. Pardon. On n'a jamais parlé de lui. Et la maison Sonia Riquiel, en l'occurrence, c'est un matriarcat, c'est quelque chose d'extrêmement féminin, c'est synonyme de libération de la femme, de tous les adjectifs dont on peut parer la féminité. Or, ce que personne ne sait, c'est que d'abord ma mère ne s'appelle pas Riquiel, elle s'appelait Fliss, et que Riquiel c'est le nom de mon père, et que c'est mon père qui a fondé la société Sonia Riquiel pour ma mère. Et c'est vrai que j'ai vécu pendant des années dans quelque chose de difficile à réconcilier avec la mort de mon père, avec qui je m'entendais très difficilement.
et que écrire ce livre, c'était comme une réhabilitation. C'était comme... voilà, je voulais qu'on sache que Sam Rykiel, c'était de lui que tout ça avait commencé, évidemment grâce à son talent, grâce à tout le reste. Elle en avait fait quelque chose d'extraordinaire, mais j'ai voulu lui redonner, une existence qu'il n'avait pas. C'était un homme quasiment caché, alors qu'il avait une personnalité aussi forte que celle de ma mère. C'était un personnage très flamboyant dans le livre aussi. Un Et héros. c'était d'ailleurs aussi une réhabilitation de vous comme fille à papa aussi. Comme fille à papa qui avait beaucoup de mal à trouver le regard de son père et qu'il a beaucoup cherché et qu'il l'a pas trouvé. Il est mort trop jeune. Pour finir, Valérie, j'ai une question sur l'écriture pour les enfants, puisque vous écrivez aussi pour les enfants des livres magnifiques. Est-ce qu'il y a un rapport à la vérité qui est différent lorsqu'on s'adresse à des enfants ou des adolescents ? Non, je pense pas, parce que je crois que je m'engage de la même manière quand j'écris pour les enfants, les adolescents ou les adultes, sur la notion de justesse plus que de vérité. Voilà, j'écris vraiment beaucoup à l'oreille et en réalité, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas dans mon prochain livre, par exemple, je pense que je suis un peu sur la ligne de crête entre des choses qui m'appartiennent, que j'ai peut-être vécues, et d'autres qui sont totalement inventées parce que seule leur articulation me permet d'arriver à une justesse. Donc c'est ça qui compte. Et avec les enfants, je l'ai dit à Muriel quand on a préparé la rencontre, je pense qu'en réalité, ma vie se trouve totalement dans mes livres pour la jeunesse, mais personne ne le sait, personne ne les lit. Voilà, tout est dedans, c'est-à-dire tout est là. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas tricher, que je ne triche pas, ou que je triche, je ne sais pas. Je pense que par le conte, notamment par certains contes, j'ai pu accéder à des choses extrêmement intimes et qui me sont très précieuses. Mais pour finir, je dirais plus que, en fait, quand j'écris, que ce soit pour les jeunes, les moins jeunes, nous tous, j'ai en tête, et c'est un petit peu ce qui est présent dans le texte que j'ai écrit pour le colloque, la racine de la vérité en hébreu, émet, c'est la même racine que le mot amen, qu'on connaît tous ici. Amen, c'est de l'hébreu, avant d'être dit dans les églises. Amen, c'est de l'hébreu. Et amen, c'est vraiment pour moi la racine source de la langue de l'hébreu et d'une partie de mon rapport à la vie, parce que c'est à la fois la vérité, mais c'est aussi Emouna, c'est la foi, c'est aussi Omanout, l'art. Et donc je pense que c'est uniquement en tissant, c'est-à-dire il ne faut pas prendre un parti radical, enfin on peut, hein, il ne faut pas, je parle pour moi encore une fois, mais c'est plus intéressant de tisser ce que vont me raconter ces mots d'art, de foi, de vérité tissés ensemble, que d'avoir une vision binaire sur est-ce que je dis la vérité ou le mensonge. Et donc c'est vraiment en tissant autour de cette racine. Et donc quelqu'un m'a dit récemment que le mot mère aussi vient de là, Ima, qu'on peut le rattacher à cette racine-là. C'est en tissant tout ça que j'écris pour la jeunesse et les moins jeunes aussi, plus qu'en essayant de dire ou de ne pas dire la vérité. Moi, je me souviens, Valérie, quand on a préparé ce colloque, que je vous ai dit que j'avais lu vos livres pour les enfants et je voulais en acheter pour mes petites filles. Et notamment Vérité, Vérité. Et je lui ai dit, mais jamais, Valérie, je vais le donner à mes petites filles. Il me fait trop peur, ce livre. Et donc, effectivement, il s'adresse à la fois à la jeunesse, mais aussi aux adultes. Alors, je pense qu'il fait peur aux adultes qui comprennent ce que les enfants, ce que les enfants ne comprennent pas. Je pense les écrire, effectivement, en m'adressant aux enfants et à l'enfant dans l'adulte. Donc, voilà, ça crée cette tension, il me semble. Parce que c'est à partir de là que je les écris aussi. Alors moi, j'ai peut-être une dernière question avant de donner la parole à la salle. En vous écoutant toutes les trois, j'ai l'impression que vous avez fait vraiment un parcours étonnant pour aller au-delà des mensonges. Et est-ce qu'il y a des choses qui vous font peur aujourd'hui ?
Heureusement. Justement, je pense que oui, c'est mon éditeur Olivier Cohen qui me dit, moi je suis rassurée quand un écrivain a peur de ce qu'il est en train d'écrire. Et il me dit, et moi ce qui me fait peur, alors il y a des choses qui me rendent inquiète, c'est autre chose, l'inquiétude partagée pour le monde. Enfin, je peux pas faire la liste de tout ce qu'on sait, qu'on partage, je suppose, comme inquiétude. Mais peur, moi j'ai toujours très peur de ne plus y arriver, de ne plus savoir. Je n'ai jamais l'impression que je sais écrire, jamais. Et donc j'ai toujours peur de ne plus savoir. Et j'ai peur aussi de quelque chose vers lequel le livre m'entraîne et qui n'était absolument pas le mouvement du départ. Ça me fait peur, mais ça m'attire énormément. C'est une peur, à vrai dire, avec laquelle je joue et qui n'est pas du tout terrifiante. Mais ça me fait peur. Colombe? Je dirais que dans ma vie, j'ai peu peur. Je suis pas très inquiète. Je suis bizarrement moins inquiète et j'ai moins peur qu'avant. Mais quand je lis ou quand je regarde un film, j'ai peur. J'ai très peur. Par exemple, je ne regarde plus des films sur mon ordinateur parce que dès qu'il se passe quelque chose d'un peu gênant pour l'un des personnages, j'arrête. Donc du coup, je regarde le début, je regarde un quart d'heure et puis je regarde jamais les films jusqu'au bout parce que j'ai vraiment peur. Ou je dois m'arrêter, respirer, faire autre chose parce que j'ai vraiment peur. Les livres, ça va parce que les livres, je peux contrôler, je peux arrêter sur une phrase. Je vois que ça va mal tourner pour le personnage. Je peux prendre contrôle à peu près de la situation, respirer, regarder autour de moi, voir que non, ça va aller. Mais je suis une lectrice qui a peur. J'ai peur tout le temps quand je lis ou quand je regarde un film. Je veux vraiment que ça se termine bien. Même il m'arrive par exemple de lire un livre, je vois que ça va mal se terminer, donc je vais voir à la fin pour voir si à la fin ça va aller pour les personnages. Dans ce cas-là, si je sais que ça va aller pour les personnages, je peux revenir et je vais dire, bon, ça se passe mal, là c'est la guerre ou c'est la catastrophe, mais je sais que le personnage va s'en sortir. Nathalie? Moi, je suis une grande peureuse. Et d'une façon que je combats cette peur, mais d'une façon générale, je dirais que j'ai peur de ce que je ne peux pas contrôler. Donc, c'est peur de beaucoup de choses. Mais ça s'arrange en grandissant, en vieillissant. Je dirais que la chose qui me fait le plus peur, c'est la déchéance. La déchéance et la souffrance physique des gens que j'aime. Merci. Merci beaucoup. Merci. C'est formidable. Merci à vous. Est-ce que vous avez des questions? On a un petit peu de temps, si vous voulez. Il suffit juste de lever la main. Là, il y a une question, là. Alors, c'est une question qui s'adresse à Nathalie Riquel. Est-ce que c'était un parti pris aujourd'hui de ne pas nous révéler ce secret? Est-ce que c'est dans le livre? Est-ce qu'il y a un suspense? Parce qu'on vous a écouté avec beaucoup d'intérêt en se demandant de quoi pouvait-il bien s'agir. Alors, c'était pas un parti pris dans la mesure où je l'ai écrit. J'étais donc prête à en parler, mais visiblement, les deux modératrices ont eu la délicatesse de ne pas entrer dans le vif du sujet. Mais le texte est écrit, il est dans le livre du colloque. Et vous avez tout dedans. Presque tout. Si je peux ajouter quelque chose sur ce secret, sur votre question, elle est très intéressante parce que c'est la question même de la fiction. Quand j'ai commencé à écrire, je me souviens que j'ai reçu un extraordinaire conseil de Raphaël Sorin, qui était un grand éditeur, qui était entre autres l'éditeur de Houellebecq, et il m'avait dit il faut que tu mettes du suspense. Et je pense toujours à ça. Le suspense, c'est une forme de mensonge. On va distiller l'histoire, ne pas tout raconter. On manipule d'une certaine façon son lecteur en disant je vais vous raconter quelque chose, mais je ne vais pas tout vous raconter. C'est le suspense. Et je crois que là, on est en pleine application de ça, le suspense. Et là, vous avez très envie de lire le texte de Nathalie, et c'est une très bonne chose.
C'est très bien parce que comme ça, vous allez acheter le livre du colloque et Muriel va être ravie. Une autre question? Oui, moi, Edith Laplane, Marseille. Ce qui m'étonne un petit peu dans cette discussion, c'est que pour moi, les livres, même si c'est des biographies, même, sont écrites par quelqu'un et un créateur est le maître, c'est l'écrivaine et le dieu de son livre. C'est-à-dire, on s'en fiche de la vérité. J'avais été surprise, moi, en lisant le livre d'Agatha Christophe, le Grand Cahier, le Mensonge. Vous vous souvenez de ce livre en 3 parties? Et dans le second, Maître dit avoir repris le premier, elle m'avait dit mais non, je m'étais dit mais non, c'est pas ça, c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Il transforme la réalité. Puis après, je m'étais dit mais on s'en fout. C'est ce qu'il écrit qui compte. Il n'y a pas de vérité. Donc, vos vérités, même si c'est autobiographique et que vous les enjolivez, ça vous regarde. Après, nous, c'est notre plaisir de le lire. On s'en fiche si c'est vrai ou si c'est pas vrai. C'est votre pouvoir de créatrice de pouvoir d'écrire ce que vous voulez en réalité. Mais je pense que ça, c'est une réflexion magnifique et très juste, mais de quelqu'un qui est extérieur à la vie de l'auteur. Nous parlions tout à l'heure du mal ou des blessures qu'on pouvait faire aux proches, aux gens qui ont nécessairement une vision différente de la vôtre des gens dont vous parlez quand vous écrivez de l'autofiction. Et ils se disent pas à ce moment-là... mais non, elle a tout à fait le droit de dire ce qu'elle veut. Ils disent, elle n'était pas du tout comme ça, c'est pas vrai, puis elle a jamais dit ça, puis elle faisait pas ça. C'est leur vérité aussi, cette histoire leur appartient aussi. Oui, mais je trouve que ce que vous dites est très intéressant en tant que lectrice, effectivement. Et quand on écrit quelque chose, c'est une question à laquelle on est souvent soumise. Moi, on me demande souvent, on me dit « mais ce que vous avez écrit là, c'est vrai ou c'est pas vrai ?» Et en général, je botte en touche, mais c'est une vraie question. Je dis « mais est-ce que ça sera mieux pour vous si vous pensez, si je vous dis que c'est vrai, ça sera le même fait, en fait. » Exactement. Non, exactement. Mais je voulais dire aussi que parfois il y a l'inverse de la blessure faite parce qu'on a raconté quelque chose qui a pu blesser une personne proche. C'est lorsque les gens autour de vous se reconnaissent dans le livre alors qu'ils n'y sont pas en réalité. Et donc voilà, il y a aussi cet effet inverse mais ils trouvent certainement leur vérité. Mais moi j'ai vu des gens me dire. Être persuadée que je faisais allusion à eux dans une phrase alors que je savais que je pouvais fouiller ma conscience, mon inconscient dans tous les sens, ce n'était pas eux et ils s'y reconnaissaient et ça aussi c'est assez drôle et ça prouve que évidemment c'est vous qui avez raison à l'arrivée. Ce qui importe vraiment, parce qu'on ne prête pas serment quand on écrit un livre et on ne jure pas de dire toute la vérité. Ce qui compte, c'est pour ça que je parlais de la justesse plutôt que de la vérité. Ce qui compte, c'est que le lecteur, la lectrice reçoivent le texte voilà, dans sa justesse, sa puissance, ce que vous ressentez. C'est souhaitable. Je voudrais vous remercier pour ce commentaire, cette question, parce qu'effectivement, dire l'auteur est le maître, vous êtes le maître de votre livre, moi je le ressens comme un... Je suis très heureuse que vous disiez ça, que vous le pensiez. C'est vraiment quand j'écris, effectivement, j'ai ce sentiment d'être le maître. Il y a peu d'endroits dans la vie où on est le maître de son destin, on peut s'inventer, on doit suivre quand même des règles, on est soumis au monde extérieur, on doit se plier, mais quand on écrit, non. Je suis le maître de ce livre. J'invente l'enfance que j'aurais aimé avoir. Mais effectivement, comme Valérie ou Nathalie ou Olivia, effectivement, je fais face parfois à des lecteurs qui me demandent « ça c'est vrai ?» et de leur déception, parfois, quand je dis... Ce passage, je l'ai inventé. Voilà, dans un livre qui s'appelait Val de Grâce, où je racontais mon enfant, je racontais une visite à Fred Astaire. J'ai dansé avec Fred Astaire. C'était ma joie. Et
les lecteurs venaient me voir, c'est merveilleux, et je leur disais oui, c'est merveilleux, c'est une histoire que j'ai inventée. Ce qui compte, c'est que le lecteur a le sentiment qu'elle soit vraie, d'atteindre cette vérité, ce naturel de la vérité. C'est ce qu'on essaye comme auteur. Tu trompes ton monde, parce que justement dans Val-de-Grâce, espèce de menteuse, parce que justement dans Val-de-Grâce, tu racontes une histoire vraie. En tout cas, tu nous donnes l'illusion d'une histoire absolument vraie. Et donc, le lecteur a pu penser, comment tu as pu danser avec Fred Astaire, déjà à l'âge que tu as, mais je veux dire, tu vois, c'est trompeur. Tu n'es pas dans l'autofiction, mais en même temps, tu racontes une histoire vraie et en même temps, tu en rajoutes. Tu brouilles les cartes. Là. Alors, quand j'écrivais le livre, j'avais vraiment la sensation d'écrire la vérité, de raconter la vérité de mon enfance. Maintenant, des années après, je vois la part d'invention et de fiction que je me faisais. Je m'inventais une histoire, comme dit John Didion, pour survivre à une enfance qui, en fait, a été assez solitaire et souvent douloureuse, mortifère. Mais cet émerveillement, l'enfance est vrai. J'avais des parents qui nous adoraient, qui faisaient tout pour qu'on ait l'enfance la plus heureuse possible, comme beaucoup de parents, et auraient été prêts à m'envoyer danser avec Fred Astaire. C'était vrai. Je pense que mon père l'aurait fait si je lui avais demandé. Donc je ne trompe pas. C'est aussi la vérité, mais la vérité est multiple, complexe. Parce que je pense que dans la vie, on est tous quand même restés des enfants et qu'on aime les choses très très binaires. Malheureusement, on est aussi dans une époque où il n'y a plus du tout de nuances et c'est dramatique, mais on a besoin de choses binaires. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est juste ou c'est pas juste? Et nous, on essaie de travailler dans cette complexité-là, dans ce qui est vrai, faux, pas vrai. Tout ça, finalement, a peu d'importance. On tente d'être juste, comme le dit Valérie. On tente d'être juste, tout le temps. Est-ce qu'il y a une dernière question? Ah, oui. Carole Bataillon, je suis médecin sur l'île, et il y a une chose qui me parle, c'est quand vous parlez de justice, du droit à la vérité, du poids du secret, il y a la notion de liberté derrière. Et je pense que dans votre écriture, elle doit rester libre, pas toujours, justement, vous parliez d'autocensure, pour pas blesser les autres. Et le secret, il peut être aussi libérateur parfois. Dans notre profession à nous, le poids du secret, on le connaît. Moi, je suis gynécologue, tous les jours, j'entends des secrets de femmes, des secrets d'intimité. C'est vrai que ça peut être pesant, mais c'est tellement libérateur et tellement constructif aussi, tellement enrichissant. La vérité, elle n'est pas forcément toujours bonne à dire, toujours bonne à entendre, toujours juste. Et quand vous dites, oui, il y a une question de binarité entre ce qui serait juste et injuste, ben oui, effectivement, il faut reporter toutes les nuances nécessaires à cet éventail. Et pas oublier, à mon avis, une chose essentielle qui est cette liberté. La liberté de pouvoir dire la vérité, de ne pas la dire, la liberté de pouvoir mentir, la liberté de pouvoir se créer son propre univers. Voilà, ça m'apparaissait juste très important. Oui, en fait, je pense avoir parlé d'autocensure, mais effectivement, quand j'écris, je dis tout, ou je ne touche pas à certains sujets. Parler de mes filles, c'est ça l'autocensure, c'est décider de ne pas faire un livre sur tel ou tel sujet. C'est ça, c'est pas autre chose. Maintenant, ce que vous venez de dire, c'est extrêmement libérateur, c'est formidable de délivrer les secrets. Pardon? Ou pas? Oui, mais ça dépend de qui on parle et à qui on s'adresse et par quelle voie. Est-ce que le livre, qui est par définition accessible à tout le monde et qui va être lu par tous, est-ce que c'est la meilleure façon de révéler ou pas un secret?
Oui, il y a un très beau livre d'Anne Dufourmentel qui est Défense du secret, où il y a une liste comme ça sur la 4e de couverture sur les secrets merveilleux et les vertus du secret et le pouvoir de destruction du secret. Donc je pense que comme la vérité, le secret et le mensonge ont vraiment ce double... Enfin, on ne peut pas les prendre que dans le versant. Il faut les prendre par les deux versants pour arriver peut-être à une vérité. Eh bien, merci à toutes les trois. Merci à beaucoup. vous tous.